Commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de 9 webinaires. Le premier ayant déjà eu lieu la semaine dernière. Nous avons ici une quarantaine de personnes inscrites pour ce webinaire-ci, qui est en français. Il sera reproduit en anglais et en espagnol pour s'adresser à une majorité de personnes de par le monde. Bienvenue, mon nom est Carlos de Wassage et je vais partager cette séance avec Justine Huget, donc, qui est à mes côtés, et qui va vous faire la présentation sur les perspectives nouvelles pour l'amélioration de la surveillance des forêts, qui est l'objet d'un projet qui a été financé par l'Agence spatiale européenne et qui a été exécuté par un consortium d'institutions sous le lead de GAF et qui comprend CLS, l'Université de Wageningen, Hatfield, une société canadienne, Indufor et Caribou Space. Alors, sans attendre, je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter donc, ce deuxième webinaire qui concerne l'utilisation des imageries satellitaires pour l'observation des forêts et la surveillance des forêts. Et donc, dans le cadre de ce webinaire-ci, on va détailler davantage les types de données que nous utilisons et les types d'images qui sont utilisées pour la surveillance des forêts. Justine, oui. La parole est à toi. Merci Carlos et bienvenue à tous. Donc comme disait Carlos, nous sommes tous les deux aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Donc je suis Justine Huget et mon collègue Carlos juste à côté. Donc nous sommes tous les deux impliqués dans plusieurs projets européens et internationaux qui concernent les surveillances des forêts tropicales depuis plusieurs années. Bon, Carlos depuis plus longtemps que moi, vous l'aurez deviné. Et on travaille régulièrement avec l'ESA, avec les banques de développement, mais aussi avec les parties prenantes qui sont impliquées dans la gestion des forêts dans plusieurs pays tropicaux. Donc certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Et donc nous avons déjà plusieurs règles pour cette réunion. Donc tout d'abord, il y aura bien une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc vous pouvez tout au long de la réunion poser vos questions dans le chat et on essaiera de vous y répondre au fur et à mesure. Et si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion d'y revenir à la fin, ne vous inquiétez pas. Ensuite, cette session est enregistrée, donc vous pourrez accéder à la vidéo à la fin du webinaire. Ça sera disponible sur le site web du projet. Et aussi, vos microphones et caméras sont automatiquement désactivés. Voilà, on est en mode webinaire, donc c'est plus simple comme ça. Et on pourra par contre les activer à la fin de la session si vous avez des questions, voilà, lors de la session de questions-réponses. Donc avant de passer à la suite, on avait un petit pulse à lancer. En fait, on aimerait bien savoir d'où est-ce que vous nous rejoignez aujourd'hui. Saya, tu peux peut-être lancer le premier pulse. Je sais pas si tu... Ah, ben, c'est ça. Alors, si vous voyez tous la question qui vient d'apparaître, vous pouvez y répondre, c'est anonyme. Et c'est juste pour apprendre à vous connaître un petit peu mieux. Saya, ok. Oui, c'est moi. Oui. Personne en Afrique ou ailleurs? Ah, voilà. Bienvenue. Ok, donc ça marche bien. Je passe à la suite. Ok, donc en ce qui concerne le contexte du webinaire, donc comme l'a dit Carlos, on fait partie d'un projet qui s'appelle EO4SD Forest. Donc c'est un programme d'observation de la Terre pour le développement durable, donc la partie EO4SD.
Et c'est une initiative qui est financée par l'ESA, qui vise à aider les institutions financières internationales, donc tout ce qui est banque de développement, et leurs États clients à exploiter les avantages de l'observation de la Terre dans leurs opérations de développement au niveau national et international. Donc, les objectifs spécifiques de ce programme, il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, fournir des démonstrations convaincantes de l'avantage et de l'utilité des informations basées sur l'observation de la Terre pour la gestion des forêts. Ensuite, fournir les services pour différentes régions géographiques. Veiller à ce que les produits et services soient adaptés aux besoins des utilisateurs. Enfin, fournir un portefeuille de services forestiers opérationnels qui offrent des produits dont la qualité est contrôlée. Et enfin, dans le cadre du projet, on a aussi une composante de transfert de technologie, de compétences, via des exercices de renforcement des capacités. Donc aujourd'hui, on est dans ce webinaire, donc ça fait partie de ce processus de transfert de compétences, mais on a aussi des ateliers en présentiel qui sont prévus dans certains pays, qui ont été sélectionnés pour participer à ce projet. Donc comme le disait Carlos, on fait partie d'un consortium de plusieurs entreprises. GAF en Allemagne est le lead de ce consortium. Et nous sommes avec l'université de Wageningen aux Pays-Bas, Hatfield au Canada, Indufor en Finlande et Caribou Space en Angleterre. Donc ce webinaire est la deuxième de la série de webinaires du projet. Donc aujourd'hui, nous allons voir les missions actuelles et futures des satellites qui peuvent vous aider à mieux surveiller vos forêts. Et les prochains webinaires seront plutôt des webinaires techniques qui portent sur les produits du portfolio du projet. Et donc, vous pourrez voir les méthodologies utilisées pour les obtenir, ainsi que les applications potentielles. Donc, le prochain webinaire aura lieu en mai et en juin au sujet de la cartographie du couvert arboré et de la superficie forestière. Ensuite, en juin, vous aurez le webinaire sur la détection des mines artisanales. En juillet, la cartographie de la biomasse. En août prochain, la détection en tant qu'azérel des perturbations de la canopée. Et en septembre, un webinaire plutôt complémentaire avec le précédent sur les émissions qui sont liées à ces perturbations de la canopée. Et en octobre, enfin, vous aurez 2 webinaires sur la cartographie des mangroves et sur la cartographie de l'utilisation des terres et de la couverture des terres. Donc on vous invite bien entendu à participer à ces webinaires. Ils seront disponibles selon les webinaires en espagnol, en français et ou en anglais. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème. Donc ce webinaire aujourd'hui sera structuré en 4 sections. Donc tout d'abord, on va voir une première section sur l'observation de la Terre pour la génération des données d'activité. Donc on examinera comment les données d'observation de la Terre peuvent soutenir actuellement la génération des données d'activité dans les secteurs de l'agriculture, de la forêt et des autres types d'utilisation des terres. Ensuite, nous verrons quelles sont les possibilités actuelles de surveillance des forêts. Donc on verra comment les dernières données disponibles de l'ESA permettent de soutenir cette génération des données d'activité. Ensuite, on verra les futures données qui seront disponibles en termes d'observation de la Terre. Et donc, on se penchera sur les décennies à venir, quelles sont les futures missions satellitaires et comment y accéder. Et enfin, on aura donc une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions même tout au long de la réunion. Carlos y répondra au mieux qu'il peut. Voilà. Donc, première section à propos de l'observation de la Terre pour la génération des données d'activité. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est les données d'activité? Donc, c'est très important parce que quand on fait un rapport au GIEC, tous les secteurs d'activité doivent rendre compte de leurs émissions au cours d'une période donnée, qu'on appelle une période de référence. Et donc, ces données d'activité, ça fait référence aux données relatives à l'ampleur d'une activité humaine qui entraîne des émissions ou des absorptions au cours d'une période donnée. Donc ces données peuvent être utilisées pour calculer les émissions en multipliant la superficie d'une activité particulière par son facteur d'émission qui lui est associé. Et dans le secteur AFOLU, donc c'est l'agriculture, les forêts et l'utilisation des terres, les données d'activité peuvent se référer par exemple à différents types d'utilisation des terres ou à l'étendue de la perte de forêt par exemple. Et les 2 données peuvent être exprimées sous forme de superficie pour la période de déclaration choisie. Ici, vous avez un tableau qui montre plusieurs approches qui peuvent être utilisées pour exploiter les données d'observation de la Terre.
en vue de la production de données d'activité. Donc il y a des niveaux de complexité, variables et ces niveaux sont basés sur les caractéristiques des sources de données d'entrée que vous avez à disposition. L'une d'entre elles étant bien sûr les données d'observation de la Terre. Et donc par exemple, si vous avez des données d'observation de la Terre à haute résolution, avec une couverture étendue et une temporalité élevée, hem, dans ce cas, vous serez à des niveaux, de cartographie des données d'activité plus élevés et donc à des niveaux de détail, bien plus élevés, comme c'est montré sur l'exemple de droite. Donc, les données d'activité dérivées des données satellitaires peuvent être utilisées pour dériver, par exemple, l'utilisation et la couverture des sols, qu'on appelle LULC, et ça fournit des informations spatiales explicites sur les types d'utilisation et de couverture des sols dans une zone donnée. Pour le GIEC, par exemple, ces types d'utilisation et de couverture des sols peuvent être classés dans les catégories, les plus simples, on va dire les plus top level, que sont les terres forestières, les prairies, les terres agricoles, les autres types de terres qui ne rentrent pas dans les autres catégories, les zones urbanisées et les zones humides. Mais bien entendu, grâce à l'amélioration des données et des méthodes d'observation de la Terre, ces catégories peuvent également être subdivisées en d'autres sous-catégories qui reflètent au mieux les informations sur le terrain. Par exemple, vous avez, la catégorie terres forestières, vous pouvez, très bien considérer que vous avez différents types de forêts et donc apporter des sous-catégories à votre, description de l'occupation du sol. Et donc en sous-divisant les catégories, ça vous permet de mieux refléter les informations sur le terrain et donc également de mieux suivre leurs évolutions dans le temps et donc de mieux estimer les émissions, des différents secteurs. Donc des catégories affinées, combinées à des facteurs d'émission affinés, conduisent à une meilleure estimation des émissions et des absorptions dans le secteur AFOLU, donc des terres agricoles, terres forestières et autres utilisations du sol. Avec les données satellitaires, vous pouvez aussi estimer la déforestation et la dégradation des forêts. Donc la disparition des forêts entraîne, comme vous savez, de fortes émissions et il est donc important de comprendre l'impact des changements d'utilisation des sols sur les stocks de carbone. C'est pourquoi des estimations détaillées de la perte de forêt sont nécessaires pour quantifier la contribution des activités de déforestation aux émissions d'un pays. Ces estimations doivent également tenir compte de la définition de la forêt dans chaque pays. Donc, comme on le disait au début du webinaire, nous, dans le projet EOForest Deforest, on fait vraiment attention aussi, à ce que le produit soit adapté aux besoins des utilisateurs et typiquement, ça va être appliquer une définition de la forêt, qui vous est propre dans votre pays, parce qu'on connaît la définition de la FAO, mais ça correspond pas forcément à une forêt dans tous les pays du monde. Par contre, la dégradation, c'est plus délicat à quantifier et ça constitue toujours un défi permanent d'une grande importance en raison du rôle dangereux, de la dégradation des forêts pour le climat. Ensuite, on peut aussi essayer de quantifier les incendies. C'est important de surveiller la fréquence et l'intensité des incendies dans les zones forestières, car ils sont à l'origine de fortes émissions également et ils ont aussi un impact, du coup, sur les stocks de carbone des forêts, mais aussi sur la perte de biodiversité et donc la dégradation des forêts. Et on peut aussi essayer d'estimer la santé et la productivité de la végétation. Donc c'est un aspect qui est aussi lié à la production, de biomasse et le suivi des rendements des cultures est aussi important pour la productivité. Donc en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que la télédétection peut fournir des informations précieuses pour le suivi et la gestion du secteur AFOLU et de ses impacts sur l'environnement. Donc, actuellement, la qualité et l'accessibilité des données de télédétection qui peuvent être utilisées pour la dérivation de données d'activité s'améliorent, rapidement. Donc, tout d'abord, les données sont désormais fournies de manière consistante et les méthodes de dérivation des produits sont constamment mises à jour. Donc, cela s'explique par la nécessité internationale de surveiller en permanence les forêts, mais aussi les changements d'affectation des terres qui sont associés, au changement d'occupation du sol dans le cadre des conventions et de programmes internationaux comme REDD+, par exemple, que vous connaissez peut-être. Ensuite, ces accords et politiques internationaux ont également permis de garantir la gratuité et l'ouverture, des données d'observation de la Terre qui se traduit par une disponibilité accrue de l'imagerie satellitaire.
Et enfin, la fréquence et la qualité des données sont constamment améliorées et peuvent être utilisées pour une série d'usages liés à la surveillance de l'utilisation des sols pour le climat. Par exemple, l'identification de l'occupation du sol et de ses changements, l'attribution des modifications de l'occupation des sols à des perturbations spécifiques, par exemple, comme je le disais juste avant, l'exploitation forestière, les incendies, mais aussi à des processus comme par exemple l'accumulation ou la perte de biomasse, afin de déterminer l'utilisation des sols. Et enfin, on peut aussi aider, à l'amélioration de l'estimation des émissions et des absorptions. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'estimation des données d'activité, on a aussi compilé une liste de matériel de formation qui existe sur notre site web. Donc, vous avez en premier GFOI Open MRV, donc MRV pour Monitoring, Reporting et Verification. Donc, c'est une plateforme de connaissances qui fournit des ressources pour aider les pays et les autres utilisateurs à rendre opérationnel leur processus MRV forestier. Donc, vous y trouvez des tutoriels, mais aussi des procédures opérationnelles de plusieurs pays déclarants, par exemple. Ensuite, notre site web contient aussi des ressources avec d'autres matériels du type des matériels de formation développés par Silva Carbone ou par EO College de l'ESA et tout plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site. Et vous avez également à disposition, donc, comme je disais, la série de webinaires qui est à venir aussi. Donc, vous pourrez en savoir plus sur les avancées récentes en matière de génération de données d'activité dans les prochains ateliers également qui seront plus techniques et vous pourrez les consulter en allant sur, le lien que j'ai mis sur la diaporama. Donc, dans la série de webinaires, plus particulièrement, vous avez à gauche en orange la liste des ressources, enfin l'accès, à la liste de ressources et vous avez 2 webinaires plus particulièrement qui pourraient vous intéresser pour la génération des données d'activité. Donc, notamment la cartographie du couvert arboré et de la superficie forestière en mai et en juin. Et en octobre, la cartographie de l'utilisation et de la couverture des terres. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Donc, en termes d'exemples, d'applications, au Cameroun, nos partenaires GAF ont contribué à l'évaluation des données d'activité et des facteurs, d'émission, ainsi qu'au transfert de capacités et des technologies. Pour la production de données d'activité, une analyse multitemporelle de l'image satellitaire a été effectuée, donc avec des données Landsat, mais aussi avec des données optiques et radars, donc les Sentinel-1 pour les radars et Sentinel-2 pour les optiques. Et les données d'activité finales dérivées étaient les changements dans la zone forestière. Donc cette analyse a permis d'estimer la déforestation et la dégradation, ce qui, en combinaison avec les facteurs d'émission dérivés des mesures sur le terrain, a permis d'estimer les émissions liées aux activités dans la forêt. Et ces résultats ont été transférés par le biais d'ateliers et d'enquêtes en cours sur le terrain et ont été transférés aux parties prenantes. Donc également au Gabon, donc CLS a contribué à la production de données d'activité. Donc premièrement, sous la forme de changement du couvert forestier et de leur moteur ici, ainsi que l'estimation des zones totales de déforestation, de dégradation et de régénération. Donc ici, vous avez un exemple de carte forestière qui couvre l'ensemble du territoire. Cette carte a été produite pour l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale, donc l'AGEOS. Et sur la base des cartes de 2010 et 2015, une analyse des changements dans les zones forestières a été réalisée pour identifier les facteurs de déforestation et de dégradation de la forêt. Et également, dans le cadre du projet, un transfert de technologie et de savoir-faire a été effectué. Et ça, c'est aussi offert par le projet EOFOREST Deforest actuellement pour des cas d'utilisation dans les pays tropicaux. Et toujours au Gabon, on a aussi effectué une analyse des données d'activité pour soutenir le FREL du pays. Donc le FREL, c'est le niveau d'émission de référence pour les forêts. Donc pour ce faire, l'étude a utilisé des échantillons et le modèle de régression de l'expansion pour extrapoler à l'échelle du pays une estimation de la quantité de déforestation et de dégradation, cette fois-ci entre les années 90 et l'année 2018. Donc pour chaque déforestation et dégradation, l'identification des facteurs de changement a été effectuée
et c'est nécessaire pour, spécifier la quantité d'émissions qui provient de chaque changement d'affectation des terres. Parce qu'effectivement, dans les rapports, par exemple dans le cadre de REDD+, et des paiements basés sur la réduction des émissions, les classes d'utilisation des terres sont d'une grande importance. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais lancer un deuxième pulse et vous demander si vous avez déjà utilisé des données d'observation de la Terre pour, vos reportings, de données d'activité. Ça y est, donc n'hésitez pas à répondre, c'est, anonyme, totalement anonyme. OK, très bien. Merci pour vos réponses. Donc, la plupart des personnes qui ont répondu ont déjà utilisé des données d'observation de la Terre pour les reportings de données d'activité. Très bien. Donc pour quelques personnes, a priori, ça sera assez nouveau. Donc vous devriez apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Très bien, merci pour vos réponses. Ah, c'est en train de changer. Plutôt moitié des personnes qui ont déjà utilisé des données d'observation de la Terre et un peu moins de la moitié qui n'en ont jamais utilisé. Très bien. Donc on va maintenant passer à la suite et on va voir les possibilités actuelles d'observation de la Terre pour la surveillance, des forêts. Donc, comme vous le savez peut-être, le programme Copernicus fait partie intégrante des efforts de l'ESA, donc l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, en matière de surveillance des forêts. Donc il s'agit d'une initiative, européenne qui offre un accès libre et gratuit à des données satellitaires, notamment des images optiques et radars à haute résolution qui peuvent être utilisées pour la surveillance et pour la gestion des forêts. Donc, dans le cadre du programme Copernicus, vous avez les missions Sentinelle qui ont été conçues pour, remplacer d'anciennes missions qui allaient être retirées du service et qui approchent, actuellement de la fin de leur durée de vie, opérationnelle, et cela permet d'assurer la continuité du coup des données et d'éviter des lacunes dans les études en cours. Donc, chaque mission se concentre sur un aspect différent de l'observation de la Terre. Vous avez Sentinelle-1 qui est une mission, plutôt de radar, Sentinelle-2 qui est du coup la mission optique, Sentinelle-3 également, donc là vous avez des images, de résolution, moins fine. Sentinelle-4 pour, la surveillance de la qualité de l'air, surveillance 4 et 5 également pour, la qualité de l'air, et Sentinelle-6 pour, les surfaces en eau, dans les océans, et donc chaque jour pardon, vous avez 300 téra de données qui sont distribuées, donc gratuitement. Donc vraiment, très, très utile, on va le voir par la suite. Donc, comme indiqué, les missions Sentinelle sont une série de satellites qui sont lancés par, l'ESA et qui fournissent en continu des données d'observation de la Terre à haute résolution pour la surveillance de l'environnement. Donc celles qui nous intéressent tout particulièrement pour nos travaux et qui vous intéresseront également pour l'observation de l'occupation du sol. Tout d'abord le Sentinelle-1 qui est une mission d'imagerie radar qui permet de surveiller du coup les forêts par tous les temps, de jour comme de nuit, afin de cartographier les changements, de détecter la déforestation et d'identifier les perturbations telles que les incendies de forêt. Donc, faut savoir que le radar, en fait, ça peut pénétrer la couverture nuageuse. Donc, c'est vraiment un atout majeur pour ce capteur-ci. Oh, excusez-moi. Ensuite, vous avez Sentinelle-2, qui est le satellite de surveillance des terres, et c'est une mission d'imagerie optique qui fournit des informations détaillées sur la santé et la structure de la végétation, qui peuvent être utilisées pour, surveiller, par exemple, la croissance des forêts ou suivre les perturbations forestières et évaluer la biodiversité. Mais vous pourrez trouver plus d'informations en allant sur le site, de l'ESA ou sur le Sci-Hub, directement. Donc, Saya, je te propose de lancer le 2e pulse, pour savoir si vous avez déjà utilisé des données Sentinelle pour, vos reportings de données d'activité. Donc là, ça nous intéresse de savoir si vous connaissez cette mission ou si c'est tout nouveau pour vous?
OK, donc encore une fois, moitié-moitié. Donc une partie des personnes qui ont répondu ne semblent pas avoir déjà utilisé de données dans leur, reporting. Très bien. C'est peut-être aussi que vous n'avez jamais fait de reporting, en fait, de données d'activité, je ne sais pas. Très bien, bon. 44 oui, 56 non. Bah, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de données Sentinel, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser des questions à la fin du webinaire si vous avez des questions sur, l'utilisation, l'accès des données et cetera. N'hésitez pas. Donc en ce qui concerne, la surveillance de la couverture terrestre mondiale, la tendance actuelle, elle est à l'augmentation du niveau de détail des données d'observation de la Terre, ce qui a permis globalement d'améliorer la cartographie de l'utilisation des sols. Donc, grâce à la disponibilité actuelle des données de télédétection, la surveillance de l'occupation des sols au niveau mondial est passée de cartes plutôt statiques, comme vous voyez à gauche, à faible résolution en plus, donc là vous voyez à plus d'1 kilomètre, à des cartes plutôt dynamiques à haute résolution qui sont mises à jour au moins chaque année, voire plus. On a même des produits, qui sont fournis en temps quasi réel. Ça veut dire que dès qu'une image arrive dans la pile, dès qu'une image est prise, elle peut être intégrée dans une chaîne de traitement et permettre de détecter donc en temps quasi réel, les perturbations du couvert forestier. Donc, globalement, ces cartes fournissent non seulement des tendances historiques, mais servent également à de multiples utilisateurs grâce à des légendes flexibles. Donc vous pouvez adapter, le contenu de ces cartes et donc en conséquence, le domaine est passé de la recherche et du développement au service plutôt opérationnel, ce qui permet de surveiller et de gérer plus efficacement les changements de l'occupation du sol à l'échelle régionale, voire mondiale. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir comment les données, ont évolué. Donc, à gauche, vous avez une modélisation plutôt à grande échelle, par exemple, la modélisation du climat mondial. Vous avez ici le produit ESA CCI, LC, donc c'est le Climate Change Initiative Land Cover de l'ESA. Donc à gauche, à grande échelle, donc à 300 mètres, et à droite, vous avez le produit World Cover de l'ESA à 10 mètres. Donc voilà, on voit bien que ça permet de passer de modélisation à grande échelle aux applications plutôt régionales ou nationales, par exemple pour l'évaluation des ressources forestières ou par exemple l'évaluation de l'impact, du changement de couverture, du sol. Récemment, il y a aussi le projet World Cover, donc un projet mondial de cartographie de l'occupation des sols qui a été développé par l'ESA, donc c'est le dernier produit, de cette slide. Vous voyez qu'il est à 10 mètres, donc à haute résolution et qui permet, de cartographier l'occupation des sols grâce à l'utilisation d'images satellites Sentinel-2 et d'algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent un suivi précis des changements et ça permet aussi de soutenir les pratiques de gestion durable des terres. La précision a été mesurée à environ 75 et des cartes mondiales viennent d'être publiées pour 2020 et pour 2021. Vous pouvez y accéder, sur le site qui est indiqué ici. On a aussi la mission, biomasse CCI, donc c'est la carte, c'est la carte de biomasse de l'ESA, un ensemble de cartes mondiales, de biomasse aérienne, donc qui vise à soutenir la quantification du changement de la biomasse à travers différentes époques, donc entre 90 et 2020 et donc ce produit est basé sur une combinaison de données provenant de plusieurs missions satellitaires que vous trouverez, sur cette slide, mais aussi sur des informations complémentaires qui viennent de sources d'observation de la Terre. Donc, ce produit fournit des informations actualisées à haute résolution, à 100 mètres de la biomasse et c'est essentiel pour comprendre le cycle du carbone et informer sur les pratiques de gestion durable des terres et les cartes sont disponibles pour 2010, 2017 et 2018. 2020, vient d'être, validé. Et donc en fournissant des informations précises et actualisées sur la biomasse, le produit biomasse peut aider par exemple les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens à surveiller les changements d'utilisation des terres, à évaluer l'efficacité des efforts de conservation et à atténuer l'impact du changement climatique sur les écosystèmes. Une autre donnée vraiment très importante qui peut vous servir, vraiment au quotidien,
Ce sont les données mises à disposition par l'Initiative internationale de la Norvège sur le climat et les forêts, NICFI. C'est une initiative la plus importante du pays pour atténuer le changement climatique en protégeant les forêts tropicales du monde. Et PlanetScope est partenaire de cette initiative. Donc, PlanetScope fournit des mosaïques de réflectance de surface qui sont des produits prêts à être utilisés pour les analyses et qui fournissent des informations sur la réflectance de la surface terrestre. Ça couvre une grande partie du globe, des zones tropicales. Et les mosaïques sont basées sur 4 bandes spectrales, donc le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge, avec une résolution spatiale autour de 5 mètres, ce qui permet une analyse plutôt détaillée des caractéristiques de la surface de la Terre. Et il faut savoir que ces données sont accessibles gratuitement et elles sont accessibles, par exemple sur Google Earth Engine, sur la plateforme de Planets, sur la plateforme CEPAL, sur la plateforme Planets et également vous pouvez les visualiser dans ArcGIS et dans QGIS. C'est vraiment utile quand vous avez, de la digitalisation par exemple à faire ou de la validation avec des échantillons. Vous pouvez, tout à fait afficher ces images directement dans votre logiciel de SIG. Donc c'est vraiment, très pratique. Ensuite, pour vous aider à générer les données d'activité, vous avez aussi CEPAL, qui est un système d'accès, de traitement et d'analyse des données d'observation de la Terre pour la surveillance, des terres et qui est développé par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc la FAO. Donc, CEPAL permet aux utilisateurs d'accéder à une large gamme d'images satellitaires et de cartographier différents types de données relatives à l'utilisation et à l'occupation des sols. Il fournit également des outils pour le traitement d'images, l'analyse de données et la visualisation. Donc, ce qui en fait une plateforme précieuse pour évaluer les changements dans l'environnement, mais aussi pour surveiller l'impact des activités humaines et les ressources naturelles. Et l'un des principaux avantages de CEPAL, c'est son accessibilité, pardon. La plateforme est conçue pour être facile à utiliser et est accessible aux utilisateurs ayant différents niveaux d'expertise technique. Et en plus, c'est également gratuit, ce qui en fait une option intéressante pour les chercheurs, les ONG, les agences gouvernementales, et cetera, qui ont besoin de suivre l'évolution de l'utilisation et de l'occupation des sols, au fil du temps. Un autre avantage de CEPAL, c'est aussi qu'il est basé sur la plateforme de Google Earth Engine. Donc ça permet une analyse d'ensemble de données géospatiales à grande échelle, en utilisant la technologie de l'information en ligne, donc du cloud computing. Et donc cela, ça veut dire que l'utilisateur peut traiter et analyser des grandes quantités de données rapidement et efficacement, ce qui est particulièrement important lorsqu'il s'agit de surveiller les changements dans l'utilisation et l'occupation des sols au fil du temps. Et donc, dans l'ensemble, CEPAL, c'est un outil plutôt précieux pour tous ceux qui ont besoin de cartographier et de surveiller les changements dans l'utilisation et la couverture des sols. Là, plus récemment aussi, il y a aussi le Copernicus Data Space Ecosystem qui a été, lancé. Donc c'est une plateforme d'accès et de partage des données relatives à l'observation de la Terre et de la surveillance du climat. C'est développé dans le cadre du programme Copernicus et ça permet aux utilisateurs d'accéder à un large éventail de données d'observation de la Terre, notamment à des images satellites et à des données climatiques. La plateforme offre également des outils de traitement et de visualisation des données, ce qui en fait une ressource précieuse pour, les scientifiques, les chercheurs, les décideurs politiques et les entreprises. Et l'un des principaux avantages de cet écosystème, on va dire, c'est sa capacité à soutenir la collaboration et le partage de données. Parce qu'en effet, la plateforme permettra aux utilisateurs de partager des données et de collaborer à des projets. Donc, c'est plutôt important dans le contexte de l'observation de la Terre et de la surveillance des climats, où la collaboration entre différentes parties prenantes peut conduire à des solutions, vraiment plus efficaces. Et ensuite, la plateforme, repose, sur une architecture évolutive et flexible qui permet l'intégration de nouvelles sources de données et de nouveaux services au fil du temps. Donc, ça veut dire que la plateforme pourra s'adapter à l'évolution des besoins utilisateurs et accueillir de nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles deviennent, disponibles. Donc en résumé, c'est une ressource, précieuse pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'observation de la Terre et de la surveillance de l'environnement. Sa capacité à soutenir la collaboration et à fournir un accès à un large éventail de données et à offrir des outils de traitement et de visualisation des données,
en fait une plateforme vraiment puissante pour stimuler l'innovation et faire progresser les connaissances scientifiques. Donc, au cours des derniers mois, les écosystèmes de l'espace de données Copernicus ont été continuellement mis à jour afin d'inclure davantage de services. Et l'ESA prévoit que la plupart des services seront disponibles d'ici juillet 2023. Donc, ça comprend également l'accès à l'ensemble des archives Sentinel. Donc, maintenant, on va passer aux futurs développements en termes d'observation de la Terre. Avant ça, j'aimerais aussi vous partager le POLS numéro 3 pour savoir, dans vos projets de reporting de données d'activité, quels étaient les drivers les plus fréquents que vous avez pu observer? Je vous laisse répondre, POLS, quelques minutes. OK, donc merci pour vos réponses. Donc je vois drivers, donc excusez-moi, je n'ai pas traduit le mot driver, c'était les causes de la déforestation, mais je pense que la plupart d'entre vous, ont compris. Ensuite, on avait donc forest logging, agriculture itinérante, exploitation forestière industrielle et agriculture. Très bien. Mining également? Ça m'étonne pas. J'imagine que selon la région de laquelle vous nous rejoignez également, ça sera différent. Alors qu'est-ce qu'on a? Exploitation, coupe, brûlis également, culture sur brûlis, exploitation forestière. Très bien, merci pour vos réponses. On va passer à la suite. Donc les futurs, développements, des données d'observation de la Terre. Donc alors excusez-moi, non, c'est bon. OK, donc tout d'abord, nous avons la mission Biomasse, dont le lancement est prévu en 2024, qui est une mission, radar spatiale conçue pour fournir des informations essentielles sur l'état des forêts et leurs évolutions dans le temps. Donc là, ce qui va changer, c'est que la mission utilisera un système, d'imagerie radar en bande P, qui permet de mesurer avec une plus grande précision la biomasse, la structure et l'évolution des forêts. Donc cette mission permettra d'approfondir les connaissances sur le rôle des forêts dans le cycle mondial du carbone et également de mieux comprendre les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. Les données de la mission seront également utilisées pour éclairer les décisions politiques relatives au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et aux pratiques de gestion durable des terres. Donc dans l'ensemble, la mission Biomasse devrait contribuer de manière, significative aux efforts mondiaux de surveillance et de protection des forêts de la planète et soutenir, une série d'applications dans le domaine de la science du climat, de l'écologie et de la gestion des ressources naturelles. Donc cette mission sera lancée en 2024. Ensuite, la mission Sentinelle de Copernicus va être étendue. Donc, les satellites, Sentinelle de l'Agence spatiale européenne
constitue une source essentielle de données pour la surveillance de l'environnement et des ressources naturelles de la Terre, donc comme on vous l'a montré juste avant. Et donc, forte du succès des premières missions Sentinelle, l'ESA a lancé une série de missions d'expansion Sentinelle afin de renforcer les capacités du programme existant actuellement. Et donc, ces missions visent à fournir des données plus avancées sur une série d'applications d'observation de la Terre, notamment la surveillance des terres, la surveillance des océans et la surveillance du changement climatique. Parmi ces missions étendues, l'une des missions clés des missions d'expansion de Sentinelle est le système d'observation radar Sentinelle-1 pour l'Europe, ou le ROSE-L. Donc le ROSE-L, donc pour les professionnels de la surveillance des ressources, ça va offrir un nouvel outil puissant pour suivre l'évolution de la surface terrestre en complément aux informations qui sont déjà fournies par Sentinelle-1. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le Copernicus, dans les sentinelles de Copernicus, on a déjà le Sentinelle-1 qui fournit des données radar, déjà très utiles, et ça sera complété par cette nouvelle mission ROSE-L. Donc ça fournira des données radar détaillées à haute résolution spatiale, et la mission permet aux utilisateurs de mieux comprendre les problèmes de gestion des ressources naturelles et de prendre des décisions plus éclairées sur l'utilisation et la conservation des ressources. Cette mission devrait être lancée en 2028 et elle a pour objectif de surveiller en continu les types de forêts, la couverture forestière, et également de permettre d'estimer la biomasse et l'humidité du sol, de la végétation et de la glace terrestre. Donc globalement, dans l'ensemble, les nouvelles missions de Sentinelle, y compris la mission ROSE-L, constituent une avancée significative dans l'observation de la Terre et la gestion des ressources naturelles. Et grâce à leur capacité avancée et à la disponibilité accrue des données, ces missions offrent un nouvel outil puissant pour surveiller la santé des ressources naturelles de notre planète et les gérer de manière plus durable. Donc ensuite, il y a aussi la mission Landsat Next. Donc vous le savez peut-être, Landsat, c'est une des plus longues missions d'observation de la Terre qui existe. Landsat a déjà 40 ans à peu près de vie. Et là, du coup, Landsat Next, ça sera la nouvelle génération du programme, excusez-moi, qui fournit des données essentielles d'observation de la Terre, donc maintenant depuis plus de 40 ans. Et ce programme est le fruit d'un effort conjoint entre la NASA, donc l'agence spatiale américaine, et l'USGS, donc l'United States Geological Survey. Donc ça vise à fournir des capacités d'imagerie avancées pour soutenir un large éventail d'applications qui sont liées à l'utilisation du sol, à la gestion des ressources naturelles et aussi au changement climatique. Donc Landsat Next devrait apporter un certain nombre d'améliorations par rapport aux missions Landsat précédentes, notamment une meilleure résolution spatiale, parce que la dernière mission était à 30 mètres de résolution, une meilleure résolution spectrale et aussi une plus grande accessibilité des données. La mission sera conçue également pour soutenir un large éventail d'applications, allant de la surveillance de la santé des cultures au suivi des changements dans l'utilisation des terres au fil du temps. Donc, on approche de la fin de ce webinaire. Donc, en termes de messages à retenir, tout ce que je peux dire, c'est que les nouveaux capteurs actuels et à venir offrent de meilleures capacités de surveillance des forêts et de l'utilisation des sols à des niveaux de détail et de précision plus élevés, ce qui peut contribuer à éclairer les décisions politiques qui sont liées au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et aux pratiques de gestion durable des forêts. Ensuite, la temporalité accrue de ces images permettra également d'améliorer le suivi. L'inclusion de données de radar à synthèse d'ouverture de données radar offre un avantage complémentaire dans la détection des changements forestiers et des zones d'utilisation des sols, avec une couverture nuageuse élevée, ce qui a une limitation pour les capteurs optiques, comme vous le savez peut-être. Ensuite, on a de plus en plus de politiques d'ouverture des données, on va dire. Donc, toutes les politiques relatives à la gratuité et à l'ouverture des données ont entraîné une plus grande disponibilité de l'imagerie satellitaire, ce qui a permis d'élargir l'accès aux données et aux applications pour la surveillance des forêts. Et dans l'ensemble, les progrès de la technologie satellitaire et les politiques de promotion de données libres et ouvertes ont permis d'améliorer toute la surveillance et la compréhension des forêts, et également des changements d'affectation des terres, ce qui est vraiment essentiel pour relever les défis mondiaux
tels que le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité. Également, mieux quantifier les émissions qui sont liées aux données d'activité. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Merci.